Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je me présente Philippe Duquesnoy. On va parler aujourd'hui d'un élément très important dans l'affaire de Rennes-le-Château. Il s'agit des grands parchemins, du grand parchemin. Je vais vous faire une explication simple, complète, de la manière dont on décode le grand parchemin. Je ne vais pas vous donner d'interprétation, je ne vais pas vous expliquer ce que vous devez penser, je vais simplement vous montrer comment on travail, comment on décode le grand parchemin, comment il a été fait, comment il a été réalisé par ceux qui ont inventé notre affaire. Donc, un petit générique et dans 15 secondes, on est ensemble. Donc voilà. Donc je vais vous parler d'un livre que je viens d'écrire, qui est sorti il y a quelques temps, quelques mois, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le préparer, de le présenter en vidéo. Donc voilà. Donc ce livre s'appelle J'irai cacher sur vos tombes. Donc vous comprenez le jeu de mots intelligent qui explique pourquoi le code du grand parchemin, enfin qui laisse penser pourquoi le code du grand parchemin, il va se cacher sur une tombe. Tout est une histoire de tombe dans l'affaire de Rennes-le-Château, que ça soit à l'origine la tombe de Blanchefort, la tombe Fleury, la tombe de l'abbé Boudet, la tombe de l'abbé Saunière. Bon, il y a énormément de tombes dans cette affaire. Et maintenant, d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que le trésor, le secret de Rennes-le-Château, c'est qui la tombe du Christ, qui la tombe du grand Romain, la tombe du roi perdu, la tombe de Marie-Madeleine. Donc voilà, donc une histoire de tombe, voilà pourquoi j'ai appelé mon livre J'irai cacher sur vos tombes. Mais en fait, c'est parce que effectivement, le grand parchemin, il trouve son origine sur une tombe, sur la tombe de Madame de Blanchefort. Donc voilà, on va commencer l'explication. Comme je dis, je le répète, c'est une explication que je fais. Il n'y a pas d'autre moyen de résoudre l'affaire du grand parchemin en tant que code. Je ne parle pas en tant qu'interprétation. S'il y en a qui souhaitent utiliser le tableau de Nicolas Poussin, les bergers d'Arcadie, qui sont originaires du Grand Parchemin. J'ai aucun problème avec ça. Je dis simplement, si vous voulez travailler sur l'affaire de Rennes-le-Château, il faut connaître l'histoire du Grand Parchemin. Pas son histoire, la manière dont on le code. Dans le livre, je raconte l'histoire du Grand Parchemin, comment on est arrivé, les documents qui ont servi à l'élaborer. Ici, on ne va pas parler de ça, on va aller directement au codage. Donc voilà. Donc au départ, le grand parchemin, ça s'en va de la tombe de Madame de Blanchefort. Donc c'est une tombe reconstituée. J'en profite pour remercier tous les gens qui passent leur vie à faire des reconstitutions comme ça, qui les mettent sur Internet. Bon, c'est vrai que je l'ai pris, je ne sais pas qui l'a fait, mais je remercie ce monsieur qui a réalisé ce montage. Donc voilà, donc à gauche, vous avez la tombe de Madame de Blanchefort. Elle est composée de deux éléments, ce qu'on appelle la stèle, et que vous voyez, qui est verticale. Vous voyez en rouge le texte de la stèle, et la dalle qui est horizontale. Donc j'ai mis à droite la dalle horizontale telle qu'elle se trouvait à l'origine. Dans le dessin qui est sur la gauche, on a rajouté certains éléments. Je ne suis pas certain qu'ils y étaient à l'origine. Mais voilà, mais qu'importe, encore une fois, on va prendre ce qu'on a besoin pour réaliser ce codage. Donc, on prend le texte de la stèle qui fait 119 lettres, c'est l'épitaphe, Si J, Marie, voilà, que tout le monde connaît, et PS Precum qui se trouve sur la dalle de Blanchefort. Donc, je rappelle, la dalle de Blanchefort, c'est ce qui est au sol, c'est ce qui est horizontal. La stèle de Blanchefort, c'est ce qui est vertical. Donc on prend ces 119 et ces 9 lettres, on les ajoute, on a donc 128 lettres, et ces 128 lettres, on va les coder, on va les mélanger, on va les transformer, et on va les inclure dans le grand parchemin. Voilà, donc on arrivera à la fin du processus qui est facile à comprendre, il n'y a aucun problème de compréhension, mais qui est un peu fastidieux, qui est un peu long à réaliser. Alors nous, on ne va pas tout réaliser, on va aller à l'essentiel, mais celui qui l'a fait, il a dû vraiment prendre son temps. Et pour ceux qui l'ont vraiment décodé, donc j'en fais partie, je peux vous dire que c'est très très long à décoder. Très très long à décoder. Mais là, je vais vous expliquer l'essentiel, vous verrez, c'est très simple. Donc voilà, donc on part d'une tombe, d'une épitaphe où on tire 128 lettres. Ces 128 lettres, on va les transformer.
et on va les introduire dans un texte de la Bible qui est représenté sur ce grand parchemin. Alors voilà, donc je reprends les 128 lettres originales, PS Precum, et si J, noble Marie de Nègre, d'Arles, dame d'Optoul, etc., etc. Donc on prend ces 128 lettres et on va jouer au Scrabble. On va mélanger ces lettres, on va faire une anagramme. Cet anagramme, il a dû chercher longtemps. Il y a beaucoup d'anagrammes qui sont possibles à partir des 128 lettres de l'épitaphe, mais lui, il va en choisir une, celle que tout le monde connaît, c'est la phrase fondamentale, c'est un des éléments fondamentaux de l'affaire de Rennes-le-Château, c'est ce qu'on appelle la phrase bergère. Donc voilà la phrase bergère, elle fait 128 lettres évidemment, elle est l'exact anagramme de ce qu'il y avait sur l'épitaphe de la tombe de Blanchefort. Donc les 128 lettres de la tombe, on les a mélangées, on a fait des mots et on est arrivé à ça. Bergère, pas de tentation, que Poussin-Ténier garde la clé, Pax 681, par la croix et le cheval de Dieu, j'achève ce 2 mondes gardiens à midi, pomme bleue. Alors vous voyez tout de suite que dans ces éléments, il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Bon, Bergère, Poussin, c'est évident que c'est les bergers d'Arcadie. Tentation, Tenier, on se dit, tiens, il y a une tentation. Le peintre Tenier a fait beaucoup de peintures qui s'appelaient des tentations. Pax, c'est un des éléments qu'on retrouve dans le petit parchemin. 681, c'est un des éléments fondamentaux pour bâtir le mythe mérovingien à Rennes-le-Château, puisque selon la légende écrite par Pierre Plantard, c'est en 681 que les Mérovingiens sont arrivés à Rennes-le-Château. Par la croix, c'est Delacroix, le cheval de Dieu, c'est Saint-Sulpice. Bref, tous ces mots nous ouvrent la porte vers un des éléments développés de Rennes-le-Château. Nous, encore une fois, on ne va pas s'y intéresser, on va rester sur la phrase. Donc, il obtient cette phrase et il se dit, je vais la mélanger. Alors, il va la mélanger, il va la mettre dans 2 échiquiers. Donc, il est évident qu'il avait prévu, puisqu'il a choisi 128 lettres, c'est sans doute parce qu'il voulait mettre dans 2 échiquiers de 64 cases. Voilà ces 2 échiquiers. Et il va mettre toutes les lettres qu'il avait, il va les mettre dans ces 2 échiquiers. Alors, il ne va pas les mettre de n'importe quelle manière. Il va les mettre dans avec ce qu'on appelle la technique de la polygraphie du cavalier. Alors, qu'est-ce que c'est la polygraphie du cavalier? C'est le seul truc qui est un peu complexe, mais qui est un peu avec lesquels on n'a pas l'habitude, donc c'est un peu compliqué. Mais donc, voilà un cavalier sur un échiquier. Vous voyez toutes les cases sur lesquelles il peut se déplacer. Le cavalier il se déplace toujours de la même manière. Il fait 2 cases dans un sens, puis une case dans l'autre. Ou une case dans un sens et 2 cases dans l'autre. Donc voilà, donc c'est ce que vous avez. Le cavalier, il peut aller dans 8 cases différentes à partir d'une case. C'est ça, c'est le déplacement du cavalier. Lui, il va utiliser ce principe du déplacement du cavalier pour utiliser une technique qu'on appelle la polygraphie du cavalier. Alors, la polygraphie du cavalier, la première chose qu'il faut faire, c'est de choisir une case de départ. Lui, il va choisir la case 22. Vous voyez, c'est marqué. Alors, la case 22, pourquoi? C'est simple, vous comptez 8 cases en haut, la première ligne, 8 cases la deuxième ligne, 6 cases la troisième ligne, ça fait la case 22. Il va choisir la case 22. La case 22 est très importante parce que c'est là qu'il va poser la première lettre de la phrase bergère. Donc vous allez voir après comment ça fonctionne. Mais il va poser donc le B de bergère sur la case 22. Et quand on veut décoder, quand on veut décrypter les cases d'un cavalier, les cases d'un échiquier où on a installé, j'allais dire par le biais de la polygraphie du cavalier, une phrase, il faut connaître la case de départ. La case de départ, c'est la case 22. Vous avez déjà entendu parler de la case 22 si vous connaissez l'affaire de Rennes-le-Château. C'est essentiel. Gérard de Sède en parle souvent. Pierre Plantard en parle souvent. C'est la première chose, la chose pour laquelle il parle de la case 22, c'est parce que la case 22, elle permet de décoder la phrase bergère. Voilà. Donc, quand on a la case 22, on va mettre, donc, vous le voyez, la case 22, vous voyez un point rouge sur la case noire qui est dans l'échiquier en haut à gauche. Il va faire un déplacement de cheval, de cavalier, il va mettre le E, il va refaire la même chose, il va mettre le R, il va mettre le G, il va mettre le E, il va mettre le R, il va mettre le E. Vous voyez, toujours en suivant le déplacement du cavalier. Le déplacement du cavalier va faire
le cavalier va se déplacer dans l'échiquier sur les 64 cases sans jamais retomber sur la même case. C'est ce qu'on appelle la polygraphie du cavalier. C'est-à-dire qu'il y a une technique, on la voit ici, hein, il y a une technique, voilà, qui permet, ouais, c'est très, vous voyez, le trait, c'est le déplacement du cavalier, qui permet de faire le tour de l'échiquier en posant des lettres, hein, donc 64 lettres dans l'échiquier de gauche, 64 lettres dans l'échiquier de droite, et il permet de poser les lettres sans jamais repasser par la même case. Ça lui permet de mettre ces 128 lettres mélangées dans les deux échiquiers. Voilà, hein, jusqu'à présent. C'est le seul moment où c'est un peu, pas compliqué, mais c'est un peu, il faut suivre. Il faut surtout connaître la polygraphie du cavalier. Il faut savoir que les polygraphies du cavalier, au début du XXe siècle, hein, donc quand Béranger Saunière vivait encore, on trouvait des polygraphies du cavalier dans des revues, hein, comme la Veillée des Chaumières, qui étaient des revues où on proposait ça, et les gens devaient retrouver une phrase qui avait été écrite selon cette technique-là. C'est-à-dire que pour les gens du début du XXe siècle, c'était quelque chose qui était assez courant, assez commun. Voilà, c'est un peu comme les mots fléchés maintenant, ou les mots croisés, ou tous les jeux qu'on trouve dans les revues. Donc voilà, donc il a mis la phrase bergère, les 128 lettres de la phrase bergère, dans ces deux échiquiers, en suivant la technique de la polygraphie du cavalier. Voilà, donc je vous remontre sans les traits rouges pour signaler le sens, vous voyez bien. Case 22, si vous arrivez à la repérer, il y a un point noir à gauche, on a bien mis le B, et après on suit et on met donc les 64 lettres, et de l'autre côté, on finit avec les 64 dernières. Voilà. Donc là, il a ça, il a cet échiquier-là, il a mis donc l'épitaphe de la tombe de la marquise de Blanchefort. Il a transformé avec une anagramme en phrase bergère. La phrase bergère, il vient de la mettre dans ses échiquiers. Je vais vous faire remarquer que jusqu'à présent, il n'y a pas une lettre qui a été changée. Ce sont toujours les mêmes lettres qui opèrent. Les 128 lettres de l'épitaphe qu'il a choisi, elles se sont retrouvées dans les 128 lettres de la phrase bergère, qui se retrouvent exactement dans les 128 lettres des échiquiers. Il n'y a pas encore eu de codage, il n'y a pas encore eu de transformation. Pour l'instant, on ne fait que mélanger des lettres. Alors, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la sortie des cases. Donc, il va sortir ces lettres et il va la sortir de cette manière-ci. C'est très simple. Il va prendre l'échiquier de gauche, en haut, la ligne en haut, X, N, L, S, P, A, N, N. Il va sortir ces lettres, il va les écrire sur une feuille. Il va prendre la ligne suivante, il va les écrire à la suite, et ainsi de suite. Il va faire la même chose pour les 8 lignes de l'échiquier de gauche, et ensuite les 8 lignes de l'échiquier de droite. Et il va arriver à ça. Donc une liste de 128 lettres, où vous voyez bien X, N, L, S, P, A, N, N, hein, c'est bien ce qu'on avait, X, N, A, L, voilà. Hein. Il n'y a vraiment rien de particulier. Il a sorti les 128 lettres, il les a mis bout à bout. Encore une fois, il n'a pas fait aucun codage de lettres. Ces lettres que vous avez sous les yeux, ce sont les mêmes lettres qui se trouvent sur la tombe de Blanchefort. Et c'est important. Alors j'explique dans le livre, c'est assez long à expliquer, c'est bien expliqué dans le livre, hein. Dans le livre, toutes les étapes dont je parle là, je les explique d'une manière beaucoup plus détaillée, et j'explique des choses dont je ne parle même pas ici, parce que c'est quand même secondaire. Mais c'est important pour la compréhension de l'affaire, hein, et pour comprendre comment on a fait ça. Bref, il va prendre ces 128 lettres et il va décider de les coder. Alors, il va les coder selon la technique de la gématrie. Alors, il va les coder avec quoi? Donc, il a une liste de 128 lettres, vous savez, il va coder. Et il dit, je vais coder avec un mot-clé, on appelle ça un mot-clé, par le principe de la gématrie. Je vous montrerai ce que c'est que la gématrie à la diapo suivante. Et il va reprendre exactement les mêmes lettres. CJ, Nord, Marie-Delaine, PS, Pricum, mais il va partir à l'envers. Il va partir de M-U-C-E-A-P SP, et il va remonter, patcher, catine, il va lire ces 128 lettres, mais il va commencer par la fin. Encore une fois, il ne change rien. Il prend
toujours les mêmes lettres, mais ce coup-ci, il les lit à partir de la fin. Donc voilà, et c'est cette lettre, vous voyez bien, M-U-C-E-A-R-P-S, hein, qu'on voit au début, c'est bien PS précum à l'envers. Hein, il n'y a rien inventé, il a toujours mis les mêmes lettres, sauf mis dans un autre sens. Et comment va-t-il, qu'est-ce que c'est que la gématrie maintenant, hein, le codage qu'il va utiliser. Donc voilà, donc je vous ai fait, il y a deux codages successifs. Là, sur le tableau, il y a les deux codages en suivant. Pour l'instant, on va s'intéresser qu'au codage de gauche. Codage de gauche, hein, qui va, voilà. Donc, vous voyez bien que dans la première colonne, j'ai remis X, N, L, S, P, R, N, toujours la même chose, c'est la liste sortie des urnes. Cette liste sortie des urnes, il va donner une valeur, c'est ce qu'on appelle la valeur gématrique, il va donner une valeur à ces lettres. Donc, vous voyez, le X, par exemple, la première lettre, vous voyez dans le bas, je vous ai indiqué A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale 4. Il va regarder X égale 23. Et il va mettre 23. Il va donner à la première lettre qu'il a sortie des cases, le X, il va donner la valeur 23, qui est sa valeur alphabétique. Et il va décider de supprimer, d'enlever de 23 la valeur de la lettre gématrique du premier mot-clé. Le premier mot-clé, je rappelle, c'est l'épitaphe qui est lu à l'envers. Donc, c'est la dernière lettre, c'est le M de Praecum. Donc, le M, c'est 13, la valeur alphabétique, on le voit dans le tableau en bas, hein, 13. Donc, il fait X moins M, soit 23 moins 13, égale 10. Et la lettre qu'il trouve, c'est un J. Donc, il va faire une liste qu'on appelle la liste intermédiaire, qui sera J, et il y aura 128 lettres, évidemment, et ces 128 lettres résulteront de la valeur gématrique des 128 lettres de la liste sortie des urnes, moins la valeur gématrique des 128 lettres de l'épitaphe lue à l'envers. Alors c'est un peu fastidieux comme ça, mais en fait c'est simple comme tout, quand vous regardez calmement, c'est absolument simple. Alors il y a un cas d'espèce, il y a un cas quand même un peu différent. Si vous voyez, la deuxième lettre, c'est un N. Donc, il regarde la valeur. Le N, c'est 14. Et il doit retirer ça de la deuxième lettre, donc de précum, c'est un U, c'est 21. Donc, 14 moins 21, bon, ça fait moins 7. Donc, moins 7, il ne sait pas comment faire pour trouver une lettre dont la valeur gématrique puisse être moins 7. Ce qui fait, on rajoute 25 au premier facteur. C'est-à-dire, on rajoute 25 à 14. Vous voyez, on rajoute 25 à 14. Donc ça fait 39, moins 21, ça fait 18, ça fait R. Et R, c'est bien la deuxième lettre de la liste intermédiaire, J-R-I-N-O, voilà, qui va descendre comme ça. Voilà. C'est une petite, c'est une astuce, c'est comme ça qu'on fait hein, quand on travaille avec la gématrie. Alors, un élément que j'ai oublié de dire, qui est important, qui est très important, et qui, à mon avis, prouve que c'est bien ce système d'algématrie qui a été utilisé et pas le système Wigner, comme parfois vous avez peut-être entendu, c'est la gématrie parce que cet alphabet, vous voyez, il n'y a que 25 lettres. Il a retiré le W. Il a retiré le W, donc il n'y a que 25 lettres. C'est pour ça qu'on ajoute 25 lettres. S'il y avait laissé le W dans son alphabet, on aurait dû ajouter 26 pour pouvoir continuer à utiliser le système de la gématrie. Donc voilà. Donc maintenant, on arrive où? Il a une liste de lettres qui s'appelle JRI, la liste intermédiaire, et il décide de nouveau de la coder. Alors, il faut noter que c'est la première fois depuis le début du codage qu'on n'a plus les mêmes lettres. C'est la première fois que ça change. Hein. Jusqu'à un MUSER, c'était toujours les mêmes lettres, 5 fois la même liste. Là, on a changé puisqu'on a codé et on a une liste qui s'appelle JRI, donc la liste intermédiaire, que nous allons coder, qui lui décide de coder, encore une fois, avec un deuxième mot-clé. Alors, ce deuxième mot-clé, voilà, ça c'est la liste intermédiaire, JRI-NOH, voilà, hein, qui fait toujours 128 lettres. C'est la première liste qui a été codée. Donc celle-là, il faut la décoder. Il ne faut pas simplement la réorganiser, il faut la décoder avant de la réorganiser. Et il va choisir comme deuxième mot-clé MORTP, qui a 8 lettres, multiplié par 16. Voilà. Et il va trouver 128 lettres. Mais il va marquer MORTP, 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 MORTP 16 fois. Et il va arriver donc à une longue liste de 128 lettres. Et il va coder donc la liste JRI que vous voyez qui n'a pas bougé, hein, qui est toujours au milieu.
on va redonner évidemment les valeurs aux lettres. Mort TP, on va redonner des valeurs et on va faire exactement la même chose et on va obtenir la liste, la dernière liste, hein, la liste, voilà, celle-là, c'est celle qui va être intégrée, qui va être incorporée dans le grand parchemin. Cette liste-là, on va l'incorporer dans le grand parchemin. Voilà. Alors, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les lettres incorporées sont en rouge. Alors, encore une fois, je remercie les gens qui ont fait ça. Hein. Je ne sais pas qui, mais je remercie énormément. Mais d'un autre côté, j'ai mis beaucoup de choses sur Internet, des photos que j'avais eues, notamment à la famille Cross, des choses comme ça, et j'ai déjà retrouvé ces photos un peu partout. Donc, c'est un échange hein, qui est fait, il n'y a pas de souci, c'est un partage que les chercheurs de Rennes-le-Château peuvent faire d'une manière sans qu'il y ait de problème. Donc voilà, donc on a pris, je le répète, ces 128 lettres, et on les intègre dans le grand parchemin. Alors je rappelle, le grand parchemin, c'est un texte de l'Évangile. Encore une fois, bon, c'est un texte de l'Évangile hein, qui parle de Marie de Magdala, c'est Jésus hein, qui se fait laver les pieds. Mais encore une fois, je ne vais pas intervenir dans les explications, dans les interprétations. Je parle simplement de technique. Donc, on prétend, mais on prétend, on croit que ces lettres, elles sont retrouvables dans le texte parce qu'il aurait intégré, le codeur, il aurait intégré une lettre nouvelle du code, une lettre du codage, donc une lettre de cette liste-là, toutes les 6 lettres du texte de l'Évangile. Alors évidemment, quand on connaît le texte de l'Évangile et quand on voit tous les 6 lettres, il y a une lettre qui est rajoutée, c'est facile de les sortir et de dire on va partir notre décodage va partir à partir de ça. Or, c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. C'est-à-dire que les lettres ne sont pas une fois tous les 6 lettres. Le texte de l'Évangile, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient. Donc évidemment, on connaît l'histoire qu'il raconte, hein, on connaît bien évidemment la parabole, mais on ne sait pas de quelle origine il vient. Et vous savez bien que les textes de l'Évangile, il y a toujours il y a des mots qui changent, il y a des lettres, il y a des accords. Voilà, donc on n'a pas le texte original, donc on ne peut pas a priori retirer les lettres, puisqu'il y a des lettres. Et en plus, il va mettre donc les 64 premières lettres dans les premières lignes, pour une raison qu'on n'explique pas, enfin, qui lui est propre. Il va rajouter un mot de 12 lettres, ad Génézaret, et il va continuer, après avoir mis donc, toujours ad Génézaret une fois tous les 6 lettres, il va rajouter les 64 dernières lettres pour arriver à la fin donc, de son texte. Voilà. Alors, il a rajouté, il y a des lettres qui servent à rien, qui sont ni des lettres qui viennent du texte de l'Évangile et qui ne sont pas des textes ajoutés, des lettres ajoutées. On ne sait pas à quoi elles servent. Il y a des lettres qui sont vraiment en erreur. Hein. Il y a un R à la place d'un V, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est strictement impossible. Évidemment, si on connaît la réponse, c'est toujours facile. Mais quand on ne connaît pas la réponse, quand on vous donne ce grand parchemin, il est strictement impossible de décoder et de trouver la solution. On sait, en fait, il y a 140 lettres en plus du texte de l'Évangile là-dedans. Et il y en a que 128 utiles déjà. Donc, les 128 utiles, je ne parle même pas des lettres en erreur. Hein. Il faut savoir lesquelles. Parce que les lettres qu'on sort, je le rappelle, ce ne sont pas des mots. Ce n'est pas une phrase. Ce sont des lettres comme ça. Donc, il est impossible de savoir si on fait une erreur ou si on ne fait pas une erreur quand on sort une lettre. Voilà. Donc, c'est impossible de partir du grand parchemin pour arriver à la tombe de Blanchefort. Ce qui fait que forcément, le codage du grand parchemin, il doit partir de la tombe de Blanchefort. Il faut qu'il parte de la tombe de Blanchefort et à partir de ce moment-là, on peut commencer à l'adapter à la théorie, au thème que l'on veut donner, à l'idée qu'on a de l'affaire de Rennes-le-Château. Mais il est impossible, strictement impossible, techniquement, de partir du grand parchemin. Tous ceux qui disent qu'ils ont réussi, ce sont des menteurs. Alors, ce sont des menteurs, ce ne sont pas des gens malhonnêtes, hein, mais ce sont des gens qui possédaient des bribes de solutions. Alors, les plus connus, c'est évidemment Franck Marie, c'est Lincoln, c'est Gérard de Sète, c'est Philippe de Cherizet, qui tous nous donnent une solution, mais personne de tous ces gens ne nous disent
comment ils ont fait pour sortir les lettres. Personne ne le dit, tout simplement parce que c'est pas possible. Ce qui veut dire que c'est de l'autre côté du codage, c'est de l'autre côté qu'il faut partir, et c'est à partir des éléments qu'on va trouver qu'on va pouvoir adapter, j'allais dire, ce qu'on découvre à l'affaire qu'on a, à l'idée qu'on a de Rennes-le-Château. Alors on peut revenir, j'allais dire, d'une manière un peu rapidement sur rapidement, voilà, sur ça. Ça c'est la solution, j'allais dire. C'est qu'on part de la tombe de Blanchefort, qu'on arrive à ça, qu'on part du Grand Parchemin, qu'on arrive à ça. C'est la même chose. Donc ça, c'est la solution. Mais comment elle marche, la solution? C'est-à-dire que celui qui a fait le code, il est parti de la tombe de Blanchefort, il a fait, comme je vous ai dit, un anagramme, il est arrivé à ça. Et après, il a codé ça. Et il l'a mis dans le Grand Parchemin. Hein, vous voyez, il a fait un anagramme, il a trouvé ça, et ensuite, il a codé le Grand Parchemin. Mais à partir de ça, quand il a trouvé ça, c'est à partir de là qu'il a commencé à raconter son histoire. C'est à partir de là qu'il a dit que Béranger Saunière avait acheté les bergers d'Arcadie au Louvre, qu'il avait acheté un tableau de Ténier au Louvre. C'est à partir de là qu'il a parlé de Delacroix et qui avait été rencontré soi-disant par Béranger Saunière quand il était à Paris, le cheval de Dieu à Saint-Sulpice. Il serait allé à Saint-Sulpice par l'intermédiaire de Hauffet et par l'intermédiaire. Voilà. Les pommes bleues, c'est pareil, les pommes bleues qui, le 17 janvier, apparaîtraient dans l'église de Rennes-le-Château. C'est à partir de là, c'est-à-dire que la phrase bergère, elle précède absolument tout dans l'histoire de Rennes-le-Château. Je répète, la phrase bergère précède tout dans l'histoire de Rennes-le-Château. Celui qui a créé cette affaire, celui qui a créé le mystère de Rennes-le-Château, il a d'abord fait Bergère par deux tentations. Il a écrit un premier texte qui s'appelle Blanc-Cassal. De Blanc-Cassal, ils ont écrit l'Or de Rennes, mais ça, c'était déjà écrit avant. Si dans l'anagramme, au lieu de trouver Poussin et Ténier, ils avaient trouvé Ingres et Degas, bah, ils auraient dit que Béranger Saunière, il aurait été à Paris et il aurait rencontré Ingres et Degas. Vous comprenez? C'est pas l'inverse. C'est ça qui est d'abord écrit et c'est l'histoire qui est racontée ensuite. Voilà comment s'est passée l'affaire du Grand Parchemin. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques. Je vais retourner tout au bout des. Voilà. C'est l'épitaphe de la tombe de Blanchefort qui est codée par le Grand Parchemin. Vous voyez. Ça permet de passer de l'affaire de la Bessonnière au mystère de Rennes. Parce qu'avant cette histoire de Grand Parchemin, c'était l'affaire de la Bessonnière qui avait trouvé un trésor. Les gens faisaient des trous, voilà, c'est tout. À partir du moment où ils vont faire le code du Grand Parchemin et écrire le livre l'Or de Rennes, c'est là que l'église va être codée, qu'il va avoir le grand secret de Rennes-le-Château, des parchemins, voilà. Mais avant, il n'y a pas ça. Donc c'est le Grand Parchemin qui est la limite entre l'affaire de la Bessonnière et le mystère de Rennes. Tous les éléments importants du mystère viennent de là. Tous les éléments importants viennent de là. Vous pouvez chercher ce que vous voulez, même Marie-Madeleine, avec la case 22 et avec d'autres éléments d'ailleurs dont je n'ai pas parlé, mais j'en parle dans le livre. Donc le code du Grand Parchemin précède l'Or de Rennes de Gérard de Seine, il n'y a aucun problème. On ne peut pas le décoder, on ne le décode que si on possède la solution. On peut avoir toutes les théories possibles sur le mystère de Rennes-le-Château, ça ne me dérange pas, et je les admets, hein, moi je n'ai pas d'idée arrêtée. On peut me dire, je crois que Marie-Madeleine est enterrée à Rennes-le-Château, il n'y a aucun problème pour moi. Par contre, s'il y a quelque chose que vous utilisez dans votre théorie et qui ne correspond pas au codage du Grand Parchemin, tel que je viens de le montrer, c'est-à-dire la technique, c'est pas possible. Voilà. Alors je vais montrer maintenant. Hein, voilà, qui en découle la phrase bergère, qui est à l'origine de tout. Ça, je dis, c'est la base hein, de. Voilà. Donc, que ça soit Asmodée, les bergers d'Arcadie, les mérovingiens, les pommes bleues, le petit parchemin, tout. Alors, le petit parchemin, ça vient de. Ça vient. Le grand parchemin. Alors là, je vous montre un. J'ai choisi exprès, hein, c'est un petit parchemin, vous voyez, il date d'un.
Je l'ai pris dans Pégase, hein, je crois que c'est de l'an 2000, hein, il date de l'an 2000, ce Pégase. Mais vous voyez que c'est un petit parchemin qui n'a pas les lettres surélevées. Vous voyez que c'est un petit parchemin qui n'a pas les lettres surélevées. Voilà. Parce que ça, je pense que c'est le vrai canular de Rennes-le-Château, ces lettres surélevées, ça n'a aucun sens. Par contre, le petit parchemin, il a été effectivement codé, alors d'une manière différente, et on peut, on trouve dans les éléments dont je parle dans le livre, hein, mais qui concernent le codage du grand parchemin, on trouve des éléments qui permettent d'appréhender le petit parchemin. Voilà. Donc j'irai cacher sur vos tombes, hein, c'est ce livre-là. On le trouve, je vais le mettre en description sur Amazon, et surtout chez l'ami Tony Bontempi, qui est installé à Couiza. Donc je mettrai également ses coordonnées, mais Tony, bon, c'est alors évidemment aussi, enfin il y a que ça, il y a que Rennes-le-Château, chez Tony, j'allais dire à Couiza, ou chez Amazon. Alors bon, bah merci beaucoup, hein, de m'avoir écouté. La semaine prochaine, hein, donc je parlerai de choses totalement différentes. Donc c'est les chaussées Brunehaut, mémoire des Pays-Bas, des plats pays. Donc c'est bon, c'est vrai que ça va s'adresser plus aux gens du Nord et aux gens qui sont passionnés par le mégalithisme. Hein, mais on va prouver que les chaussées Brunehaut qu'on trouve dans le Nord sont reliées à Stonehenge et à tout le circuit mégalithique anglais. Voilà, hein, en s'appuyant sur les travaux de divers archéologues. Voilà, on va parler donc de Stonehenge, du cadran solaire qu'on trouve à Bavay dans le Nord. Enfin bref, donc vous allez voir des légendes de tout ce qui touche à Jacques de Guise, l'histoire des Brunehaut, savoir si on va se demander si le livre est un livre ésotérique ou si c'est un livre historique. Bref, on va parler évidemment du blason hainaut ancien, hein, qui est déjà au XIIe siècle. On en parle dans les livres. Voilà, on va reparler donc de ces fameuses chaussées Brunehaut, hein, qui ont des couleurs, qui ont des noms de métaux, qui ont des noms de planètes. Enfin voilà, on va bientôt parler de ça, évidemment des cathédrales, puisque toutes les chaussées Brunehaut s'arrêtent dans des villes où il y a des cathédrales du XIIIe siècle ou des Vierges noires. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur Bavay, sur les chaussées Brunehaut, sur le cadran solaire de Bavay. Vous voyez, hein, puisque au début du XXe siècle, il y a un ingénieur qui a mesuré tous les angles et il y a vraiment des choses très très étonnantes. Bref, on va vous parler de ça et on va parler du mythe, voilà, hein, du mythe du peuple des anciens Belges, hein, voilà, on va parler en fait de cet empire disparu dans la préhistoire qui a été remplacé par l'empire romain. Cet empire disparu, est-ce qu'il a continué à exister? Alors au moins à travers certaines personnes, à travers certains textes, au cours du Moyen Âge et au cours de la Renaissance et de l'histoire même récente. Voilà, on va parler de tout ça. Voilà, c'est super intéressant. On va parler avec Bernard Bozio de Nord Fantastique. Ça va être quelque chose de formidable. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté pour l'affaire du Grand Parchemin. Je vous dis à très très bientôt pour les plats pays de Brunehaut. C'est vraiment une histoire extraordinaire, vous allez voir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Salut, à bientôt.